Bien, on va reprendre la session. On va avoir une batterie de 3 communications qui concernent les habitats fortifiés. En premier lieu, une communication préparée par Kevin Pech-Kilikini avec le concours de Joseph Cesari qui s'occupe d'une approche historiographique et chronofonctionnelle de l'habitat fortifié de l'âge du bronze dans le sud de la Corse. Bien. Merci Laurent, bonjour à tous. Donc oui, cette communication prend la forme d'une synthèse, d'un état des connaissances sur l'habitat fortifié de Corse, ce qui revient à dire de l'habitat fortifié du sud de la Corse en fait. Donc je démarre tout de suite par un historique des recherches rapides. Donc ce sont véritablement 3 chercheurs qui ont marqué les travaux sur l'habitat fortifié de Corse du Sud, avec en premier lieu Roger Grosjean, à partir des années 50, qui va développer un programme qui se matérialise par l'ouverture de plusieurs grands chantiers. Cucuruz, Araj, Alobizoudier, Tap sont des chantiers marquants dans l'historiographie proto-historique de Corse. Puis on peut signaler aussi les travaux de François Delanfranc, qui notamment à Touzy et à Cucuruz. Et puis Joseph Cesari avec de nombreux travaux, essentiellement dans la vallée du Tar et autour du golfe du Valinc, Castideta, Contorba, Icalanque et d'autres chantiers. Alors on pourrait signaler aussi d'autres chercheurs qui se sont intéressés à la problématique, notamment dans le nord de l'île, mais avec des résultats un petit peu différents pour des tendances culturelles pas forcément superposées. Donc cette phase qui est représentée par ces 3 chercheurs marque un premier moment dans la recherche sur l'habitat fortifié, entre les années 50 et la fin des années 90. Puis à partir des années 2000, on va voir se développer une autre tendance de recherche qui va s'intéresser de façon plus centrée sur l'habitat ouvert. Donc c'est très dichotomique en fait. On a d'abord toutes les recherches concentrées sur le fortifié, puis à partir du changement de millénaire, on cible tout sur l'habitat ouvert. Et l'un des exemples phares de cette recherche, ce sont encore les recherches de Joseph sur le site de Campus Stefano. Puis on a vu apparaître une nouvelle tendance à partir des années 2010, avec un retour sur l'habitat fortifié. Ce sont notamment les travaux de Florian Soula à Cauche ou d'Hélène Paolini sur le site d'Icastedi. Alors voilà, je vais enlever ça. Voici le schéma de répartition de ce que j'appelle les castedi, donc les habitats fortifiés de pierres sèches de Corse. Donc vous voyez que la répartition elle est essentiellement méridionale, avec des fréquences qui sont plus particulièrement hautes sur les côtes occidentales, sud-occidentales de l'île, et puis une concentration particulière aussi autour du golfe de Porto Vecchio, au sud-est. On est donc sur un phénomène qui est proprement méridional, je vais en parler un petit peu plus après, mais qui concerne donc ce que je vais vous dire aujourd'hui, finalement, ça n'est valable que pour un territoire qui représente environ 12 à 15% de la Corse, et dans les autres régions, finalement, on a un petit peu de mal à comprendre comment tout ça s'organise. Alors, nous avons une centaine de castedi connus pour ces 2 régions du sud de la Corse, mais vous n'êtes pas sans savoir que le sud de l'île a un relief assez contrasté, avec une végétation omniprésente, et donc on a toujours l'opportunité d'avoir des surprises dans l'avenir concernant des découvertes sympathiques. Et je ne sais pas si vous voyez bien sur cette carte, mais j'ai fait apparaître des zones potentielles castellogènes, on va dire, qui sont susceptibles de porter des fortifications et qui sont calculés sur un algorithme de proéminence par rapport à certaines normes d'installation. Alors, au niveau des stratégies d'implantation, en faisant ça assez rapidement, je me suis aperçu qu'il y avait à peu près 4 modèles qui se répercutaient. Donc on a les modèles interfluve-confluence, comme ici le site de Fourcine. Vous voyez bien qu'il est sur une colline qui est délimitée d'un côté par un col, et sur les autres côtés par des rivières qui se rejoignent.
Des collines, des crêtes ou des chaos rocheux isolés, c'est notamment le cas de Torre à Porto Vecchio. Des éperons de bordure de plateau, c'est quelque chose qui est un tout petit peu plus rare, mais un très bon exemple, c'est Cucuruto. Et puis des ruptures de pente, comme à Raggio. Voici quelques exemples de planimétrie de ces habitats fortifiés délimités par des murs de pierre sèche. Ils sont tous à la même échelle et ont tous la même orientation, et en rouge, ce sont les monuments touriformes. Donc vous voyez qu'il y a quand même, hormis Philitose, qui est le plus grand là, en haut à gauche, vous voyez qu'il y a une certaine quand même homogénéité en termes de dimension et d'organisation. Alors, pour aborder le chapitre des superficies, voici quelques chiffres. Donc vous voyez qu'il y a sur le tableau qu'on retrouve cette homogénéité en termes de taille. Toutes les valeurs sont écrasées sur la gauche du graphique. Et puis on commence à avoir des choses un petit peu plus grandes avec les sites de Tapa et de Philitose. Et puis on change carrément d'échelle quand on arrive sur le site de Monte Barbato, puisque dans l'époque la plus récente de la fortification, on est à 3,5 hectares. Alors, je vous ai mis pour info quelques références méditerranéennes en bas à gauche, là, au niveau des superficies, seulement à titre comparatif, évidemment. Et donc, on pourrait en conclure, en regardant ça vite fait, que le Monte Barbato au bronze récent est plus grand que l'acropole de Mycène, au même moment en plus. C'est pas du tout vrai, c'est pas du tout ce que je veux dire, sachant qu'il faudrait aussi inclure dans ce type de tableau la notion d'utilisation de l'espace. Si vous êtes déjà allé à Mycène, vous apercevez que le moindre mètre carré est rentabilisé par des constructions. Évidemment, avec nos reliefs corses très, très chaotiques, très granitiques, la situation est totalement différente. Et pour revenir à Monte Barbato, pour vous donner un chiffre, il y a à peu près seulement 10 à 15% du site qui est optimisé en termes d'espace. Alors, les composantes structurelles, évidemment, la première, et c'est celle qui finalement donne le nom à ces castets, ce sont les enceintes en pierre sèche. Donc, vous avez ici quelques exemples, Cucuruto et Calanqueda. Donc, dans à peu près la moitié des cas, on a des enceintes de type cyclopéen, avec des pierres, des très gros blocs, disposés en assises irrégulières la plupart du temps. Et puis dans les autres cas, on a des enceintes en petit appareil ou en appareil moyen. Les élévations maximales observées dépassent parfois 5 mètres de hauteur. Les épaisseurs moyennes, en général, ça tourne 2 mètres, 2 mètres 20, c'est assez récurrent. Donc ce sont des appareils souvent à double parement et blocage interne. Parfois, certaines enceintes sont aussi, quand elles sont plus épaisses, sont munies d'aménagements internes qui sont réalisés dans l'épaisseur des murs. C'est notamment le cas à Cucuruto. Deuxième composante, c'est la Torre. Donc c'est un monument en forme de tour tronconique, souvent en appareil cyclopéen aussi, qui est implanté en général sur la partie sommitale du site. Alors, il y a quelques années, je vous aurais dit que la Torre a été toujours le monument le plus ancien du Castet. D'aujourd'hui, je suis sûr que ce n'est pas le cas par rapport à des avancées récentes. Donc la Torre, il y a quand même pas mal de biblios sur le sujet, vous avez peut-être vu passer des choses. C'est Roger Grosjean qui a mis vraiment l'accent sur ce type de monument. Lui, il pensait que c'était des trucs plutôt cultuels ou liés à une certaine forme de symbolisme. Aujourd'hui, on a une vision un peu plus pragmatique et économique de la fonction de ces équipements, probablement liés à du stockage et de la transformation. Les habitations, donc oui, ces castets sont des habitats. En tout cas, beaucoup d'entre eux sont des habitats. Et il suffit d'une visite, même pas forcément de fouille, pour s'apercevoir qu'il y a des maisons à l'intérieur des castets. Des maisons de différents types. Alors en général, elles sont de plans allongés, elliptiques ou rectangulaires à angle arrondi. Et elles peuvent se présenter avec des soubassements de maçonnerie, comme à Castidette, en haut à gauche. Elles peuvent se présenter avec des soubassements orthostatiques, comme à Monte Barbato, sur la droite. Et puis de temps en temps, on a des trucs particuliers, comme à Philitose, avec cette maison totalement circulaire.
Alors, un élément récent, c'est une fouille de l'hiver dernier dans la vallée du Rizzanese, sur le site d'Istantari, a permis de montrer que tous les habitats fortifiés n'étaient pas dotés de murs de pierre sèche pour les protéger, puisqu'on a ici le cas d'un système complexe, enfin pas complexe, mais qui a subi plusieurs évolutions dans le temps, puisque dans un premier moment, le site est ceinturé par 4 rangées de palissades, et que très brièvement plus tard, ces palissades sont remplacées par un fossé en V que vous voyez ici. Et ce fossé en V sera comblé dans un troisième temps et substitué par 2 murs en pierre sèche, tout à fait classiques, donc des Castedi dont je vous parle depuis tout à l'heure. Alors cet habitat, il est implanté sur une colline qui n'est pas un chaos granitique, où le rocher fait défaut, la matière première granitique fait défaut. Et donc c'est pour ça qu'on a probablement une forme d'adaptation au relief. Et sur le site sont présentes plusieurs habitations, dont les 2 que vous avez à droite. Donc celle en haut qui est très bien conservée, qui nous a permis d'observer plusieurs choses très inédites, comme par exemple des tranchées de sablière basse, des tranchées externes d'insertion des chevrons du toit. Et puis une nouveauté qui finalement est encore plus importante peut-être, c'est l'identification d'habitations qui ne sont pas délimitées par des pierres, donc qui sont entièrement sur poteaux, avec des cloisons en matériaux périssables. Donc le fait de reconnaître ce type d'habitation sur des habitats perchés fortifiés modifie totalement notre perception de la paléodémographie, évidemment. Alors voilà une petite animation. Donc la phase 1 de la structure défensive d'Istantari, donc les palissades. La phase 2, les palissades sont démontées et on met un fossé. Bon, ce fossé était probablement doublé par un merlon qui était peut-être lui aussi palissadé. Et puis dans la phase 3, donc on comble le fossé et on construit ce double mur. Alors je ne sais pas pourquoi il est double, mais en tout cas, il y a bien 2 murs. Alors, et oui, je ne vous ai pas dit, ce site d'Istantari est construit, occupé, abandonné entre le bronze ancien 1 et le bronze moyen 1. Donc ça nous montre aussi l'émergence, la chronologie de l'émergence de ce type d'habitat. Voici maintenant le site de Tapa, qui est un habitat fortifié de la région de Porto Vecchio. Il a lui aussi fait l'objet de fouilles cet été. Et c'est un site fouillé par Grosjean, donc l'opération consistait surtout à évaluer ce que Grosjean avait fait et à expertiser les mobiliers qu'il avait sortis des différentes structures du site. Et notre étude a montré que le castede, ou les enceintes notamment, apparaissaient sur le site dès le bronze ancien 2, qui correspond en Corse à l'époque 1850-1650. Les structures que Grosjean avait fouillées et qu'il considérait comme des habitations étant en fait dans cette phase ancienne des aires fonctionnelles, notamment un atelier de potier. Ces castedi, donc a priori ils apparaissent au bronze ancien, probablement vers le début du bronze ancien 2, mais c'est clairement le bronze moyen 1 et 2 qui constituent leur époque d'apogée. Et c'est à cette époque-là qu'on va voir se multiplier les exemples dans les régions dont je vous parlais tout à l'heure. Voici l'exemple à gauche de la région de Porto Vecchio, avec un code couleur chronologique pour les différents habitats fortifiés. Donc en rose le bronze ancien, en orange le bronze moyen et en bleu le bronze final. Et voici un exemple de ces habitats fortifiés de la région de Porto Vecchio. Il s'agit du Castedo d'Araggio. Et je vous ai mis en jaune la matérialisation de la Torre. Alors, on poursuit le voyage dans le temps pour arriver au bronze récent. Le bronze récent, c'est encore une fois une époque de mutation. Et je voulais vous présenter l'exemple de Monti Barbate, qui est un site occupé de l'extrême fin du bronze ancien à l'extrême début du bronze final. Donc voici un plan global du site avec coloré les différents systèmes d'enceintes en fonction de leur chronologie. Donc voici le site du bronze moyen 1-2. Il occupe la zone qui est immédiatement sous le sommet pour une superficie d'environ 1 hectare.
Bon, cet hectare n'est pas structuré dans son intégralité, hein, comme je le disais tout à l'heure. Au bronze moyen 3, il y a une extension vers le sud-est du site et il y a un nouveau quartier d'habitation qui est investi hein, dans la zone sud-est, avec notamment la construction de 3 ou 4 habitations à soubassement orthostatique que vous voyez sur le plan. Donc à ce moment-là, on passe à quasiment 2 hectares. Et puis, au bronze récent, on va investir toutes les terrasses nord et est qui se situent sous le sommet. Et là, on arrive à 3,8 hectares, donc aux alentours de 1300 avant Jésus-Christ. Et puis, au bronze final 1, comme souvent, on a l'apparition de toutes petites fortifications. Et Monti Barbato n'échappe pas à la règle. Donc là, on est vraiment sur l'extrême sommet du site. On a l'apparition d'une toute petite enceinte. Et le mobilier bronze, alors on n'a pas fouillé là-haut, mais le mobilier bronze final est vraiment concentré sur cette petite zone. Ça se voit assez bien en prospection. Alors pour conclure, je voulais, puisqu'on est quand même sur un colloque sur la guerre, parler un petit peu des aspects polyorcétiques à travers 2 exemples qui sont particulièrement parlants. Alors voici le site de Castedumoato. On est sur les hauteurs de Porto Vecchio, on est à 800 mètres d'altitude sur un véritable éperon rocheux très, très découpé, très contrasté, comme vous voyez sur la photo. Et vous voyez les systèmes d'enceintes hein, qui barrent à peu près 50% du site, sachant que les autres 50%, vous avez des falaises d'à peu près 80 mètres. Donc ce n'est pas forcément nécessaire d'y poser des enceintes. Alors si vous arrivez sur le site et que vous êtes un assaillant, vous serez contraint d'arriver à peu près dans ce sens-là. Donc vous allez devoir courir le long de l'enceinte. Vous allez être tout le long exposé sur votre flanc droit, qui en théorie est le côté où vous tenez votre épée et pas votre bouclier, donc c'est un peu embêtant pour vous. Et votre circulation va être canalisée tout le long de l'enceinte pour arriver à cette paroi rocheuse que vous voyez sur la gauche. Et il se trouve que vous ne pouvez pas aller plus loin, parce qu'après c'est la falaise. Et cette paroi rocheuse, elle présente une grotte qui est perchée à 2 mètres d'altitude. Et c'est absolument le seul accès à l'intérieur du site. Donc je vous ai mis 2 photos, une de l'extérieur et une de l'intérieur. C'est vraiment le seul passage pour arriver sur le site. Donc notre interprétation, c'est qu'il s'agit d'un sort de site refuge, hein, parce que c'est clairement pas vivable à l'intérieur. On peut absolument rien construire. Il n'y a que des dénivelés, il n'y a que des apics. C'est vraiment pas fantastique. Et on se trouve juste au-dessus du Castedo d'Araggio. Donc il y a peut-être une cohérence aussi entre les 2 sites. Un autre exemple connu, hein, publié par Joseph de polyorcétique, c'est le site de Contorba. On est là sur la rive nord du golfe du Valinco. Et pour illustrer alors comment ça fonctionne si vous êtes assaillant, on a une petite vidéo qui montre assez bien. Hélène, si tu veux la lancer. Alors voilà, vous êtes dans la peau d'une personne malveillante, qui veut pénétrer à l'intérieur du site, et qui, pareil, est obligé de circuler en laissant son côté droit à découvert face à l'enceinte. Ce que vous voyez au premier plan, c'est l'enceinte, et derrière, c'est la tore. Voilà une vue de l'enceinte sud et de la tore qui se trouve au milieu. Voilà, une vue de l'intérieur de la tour avec une meule en place. Et puis on va commencer l'animation. Donc ça c'est l'entrée du site, c'est le seul endroit où l'enceinte est percée. Vous voyez qu'il y a un rétrécissement au niveau de à peu près 1,20 m, ce qui gêne considérablement la circulation si vous avez un bouclier. Donc là vous rentrez et tout de suite vous êtes face à un édifice doté d'une meurtrière. Et puis ça, c'est le machicoulis de la tore. Évidemment, vous risquez de vous prendre des cailloux dessus tout le long de votre parcours. La circulation est canalisée entre des rochers naturels. Ici encore, tout le long, vous êtes sur votre flanc droit exposé, hein, évidemment.
Et puis là, vous pénétrez donc dans la tour. Donc là, il y avait le gars qui vous balançait des flèches. Et là, vous arrivez donc dans la chambre principale, qui a priori était votre objectif. Il n'y a pas de rampe dans la Torre de Contorbe. En revanche, il y a une niche au fond qui était dotée probablement d'un système d'escabeau, enfin d'échelle, qui permettait d'accéder à l'étage du monument. Voilà, on peut revenir sur le PowerPoint, je pense. Voilà une vue du Mâchicoulis. Donc, pour conclure, je voulais juste rappeler que donc, ces cascades sont clairement la matérialisation d'un phénomène qui est très limité dans l'espace, puisque, à part 4 ou 5 cas ambigus dans le nord de l'île, il semble bien que ça soit vraiment limité au sud. Donc leur émergence, d'après certains derniers résultats, semble vraiment se situer dans la deuxième moitié du Bronze Ancien, voire peut-être même avant. Il y a une récurrence dans les systèmes d'implantation, il y a une récurrence dans l'organisation territoriale et chronologique de leur dispersion. Il y a une grande tendance qui émerge au Bronze moyen 3, Bronze récent, à un regroupement des populations sur ces sites-là, dans le sens où certains sont abandonnés et d'autres vont au contraire exploser en termes d'extension superficie et d'extension probablement démographique, avec les deux exemples de Philitose et de Monti Barbate. Les constructions semblent s'arrêter vers la fin du Bronze récent, même si dans le même temps se développe la tendance des micro-fortifications ultra-perchées. La plupart des castés sont des habitats, mais clairement pas tous, comme on l'a vu pour le casté d'Umuratu. Et dans tous les cas de figure, il s'agit d'équipements domestiques assurant la protection d'un groupe. Ils traduisent donc des tensions en lien probablement avec le contrôle des territoires, des ressources et des stocks au sein de sociétés qu'on imagine donc probablement très hiérarchisées. Et donc je voulais juste dire que voilà. Bon, ça fait maintenant 70 ans qu'on travaille sur ce sujet dans le sud de la Corse, c'est bien, on a plein de données, Roger Grosjean nous a laissé plein de choses inédites et tout, mais du coup ça me semble important de souligner que ça serait bien maintenant qu'on aille aussi un petit peu dans le nord, voir ce qui se passe, investir ces habitats, alors je dis pas fortifiés, mais au moins on peut les qualifier d'habitats perchés que l'on connaît, en Castagnic, on les connaît en Balagne, peut-être dans le Cap, je ne sais pas, dans le Niol, il y en a. Et voilà, et donc il y a un projet qui a émergé il y a quelques années, c'est le projet de Jean Sicouragne à Olmi-Capelle, et je pense que c'est ce type de projet, de démarche qu'il faut vraiment encourager pour rééquilibrer ce déficit de données entre le nord et le sud de l'île. Voilà, je vous remercie. Merci Kevin.